la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. L'invité du jour est Issaka Assouema. Il est ancien ministre et président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Eh bien, avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la tolérance comme solution aux tensions mondiales. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour M. Kabouré. Première question, pour vous, c'est quoi la tolérance? Comment est-ce que vous la définirez dans le contexte des relations internationales? Oui, merci de me recevoir, mais il faut d'abord dire que le concept de tolérance a un contenu indépendamment donc de l'aspect international ou de l'aspect national ou l'aspect continental, etc., etc. Il y a un dénominateur commun du point de vue définitionnel. Et si on donne ça, je pense que ça couvre pratiquement tout. Alors, cela étant, il faut noter que le concept de tolérance fait allusion en réalité à la constance que l'on a dans le fait de supporter quelque chose, dans le fait, par exemple, d'être résilient, dans le fait d'être patient. Alors ça, c'est ce que le contenu que l'on peut donner, mais c'est inspiré, ou bien ça vient du latin tolerantia. Alors, mais il faut ajouter, par exemple, à cela que le concept de tolérance fait également allusion à l'attitude, par exemple, ou à la capacité à admettre un comportement, à admettre une manière de penser différente de celle qu'on aurait pu adopter soi-même. Donc, c'est vous dire que si vous êtes face, par exemple, à quelqu'un qui est d'une autre culture, une culture autre que la vôtre, bon, naturellement, vous-même, si vous voulez, vous ne pouvez pas adopter son comportement. Alors, donc, vous ne pouvez pas l'imiter. Et donc, dans le contexte ou dans le cas de la tolérance, c'est donc être constant dans cette approche. Il faut également, en troisième position, noter que quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un, en fait, qui a d'abord qui se maîtrise, qui essaie de se maîtriser face à ce qu'il peut constater, face à ce qu'il peut entendre, face à ce qu'il peut voir. Bon, c'est également quelqu'un qui a en principe du respect pour les autres. Il y a en troisième position quelqu'un qui, du point de vue de ses réflexions, cherche simplement à tirer, à voir du point de vue moral ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et pratiquement à tout relativiser. Et tout cela à travers des comportements dynamiques qui font que, en réalité, on voit. Et pour terminer, vous me permettez, la tolérance oblige au respect, par exemple, des droits universellement reconnus à la personne humaine et notamment à la reconnaissance, en fait, des libertés individuelles et des libertés collectives. C'est en cela que c'est ce contenu-là qu'il faut donner et qui s'inspire d'un certain nombre de documents que nous avons pu parcourir et également de la définition que les Nations Unies et particulièrement l'UNESCO donnent à ce concept. Alors, il est important pour nous de parler de la tolérance en ce sens justement où le monde entier a célébré, pas plus tard que le week-end dernier, la journée mondiale qui est dédiée à la tolérance. Une vingtaine d'années de célébration par rapport à la tolérance, mais quand on regarde, le monde est traversé par de multiples crises. Qu'est-ce qu'on fait de cette célébration finalement? Alors, c'est vrai, vous avez raison. Peut-être qu'il faut aussi, d'abord c'est la 28e édition, hein, c'est la 28e journée mondiale de la tolérance religieuse, de la tolérance tout simplement, et ça a eu lieu le 16 novembre, et il faut rappeler que c'est depuis 1996 que cette journée est célébrée.
Et elle a été décidée par l'UNESCO le 16 novembre 1995, alors lors d'une session, n'est-ce pas, qu'elle a tenue à Paris. Maintenant, on constate en effet que du point de vue, par exemple, international, aujourd'hui, la tolérance semble être un vain concept, semble être pratiquement peine perdue. Mais il faut d'abord souligner que l'histoire de l'humanité ne s'est pas faite et ne se fait pas de façon linéaire. C'est-à-dire que on ne peut pas, par exemple, par rapport à ce que nous disons, penser que il y a certainement 20, 30, 40 ans, la tolérance était beaucoup plus évidente qu'aujourd'hui, mais il faut aussi rappeler qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas la tolérance. Il faut également rappeler qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, voilà. Donc ça veut dire que la dynamique, par exemple, des sociétés en général, enfin la dynamique des sociétés, et donc le monde qui est, n'est-ce pas, une super société, c'est pas linéaire. Il y a parfois des bons en avant, il y a parfois des bons en arrière, il y a des flux et des reflux. L'essentiel étant que, par exemple, ceux qui incarnent une autorité certaine, à savoir les responsables politiques, à savoir, par exemple, les milieux universitaires, les milieux de la recherche, à savoir les religieux, à savoir les coutumiers, ou ceux qui détiennent un pouvoir certain du point de vue économique, que la plupart, ou certains en tout cas d'entre eux, essaient de garder le cap. Mais sinon, en effet, si on regarde la tendance aujourd'hui, ce sont les extrêmes en réalité qui sont en train de prendre le pas sur ce qui peut en fait rapprocher les uns et les autres. Quand vous regardez que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, etc., eh bien, même à travers les systèmes démocratiques, vous pouvez faire le constat que nous autres qui avons été des militants de gauche, on sait qu'à l'extrême gauche c'est vrai, mais de plus en plus, en réalité, il y a comme un glissement vers l'extrême de la droite. Or, en réalité, les deux extrêmes se rejoignent nécessairement. Ça veut dire que si dans le temps vous prenez la route armée fraction, la fraction armée rouge, donc qui était donc l'extrême gauche allemande, en Allemagne, et vous prenez par exemple en France les services d'action civique, le SAC au niveau de Marseille, ou certains pans du SAC par exemple, qui flirtaient ou qui flirtaient avec qui fricotaient avec l'extrême droite, eh bien du point de vue des conséquences, il y a des actions de terrorisme que l'on commet, et donc c'est pour ça que effectivement l'idéal aurait été que on tente plutôt vers le centre, et il y a un instrument au plan international qui nous aide à cela. Bon, malheureusement, ça veut dire l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en principe. Et quand vous regardez les résolutions, le travail il consiste effectivement à faire de telle sorte qu'il y ait la paix, et dans la paix-là, la tolérance est un ingrédient nécessaire. Et vous faites bien de le dire, en principe, l'ONU devrait permettre d'éviter ces choses-là. Vous dites 28 années de célébration d'une journée dédiée à la tolérance, mais dans le rétroviseur, jusqu'à présent, le monde est conflictuel. Difficile de ne pas parler de ce qui se passe entre Israël et Palestine, la plus récente, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelle est la place de la tolérance, malgré l'existence des Nations Unies et tout? Bon, il faut d'abord qu'on revienne aux Nations Unies. On peut tout dire, en effet, mais il faut noter qu'il y a des efforts, par exemple, qui sont faits. Seulement, les Nations Unies ne sont pas un gouvernement mondial. Elles ne peuvent pas imposer quoi que ce soit à un gouvernement. Alors, donc, si vous prenez les Nations Unies telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est l'idéal. Mais si vous regardez la composition du Conseil de sécurité, c'est une composition en réalité qui reflète les rapports de force qui se sont invités dans l'arène internationale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Or, il y a longtemps que la guerre est terminée, il y a 80 ans environ, et aujourd'hui, c'est ce rapport de force qui demeure.
avec des droits de veto pour les 5 membres permanents qui ont été donc les membres victorieux de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est suranné, ça c'est dépassé, et c'est pour ça que l'Afrique, par exemple, a tout à fait raison de batailler dur pour que le Conseil de sécurité soit ouvert et qu'il y ait, par exemple, des représentants africains dedans avec des droits de veto pour tenir compte de la nouvelle donne. Et enfin, il faut ajouter que, moi je parle seulement de l'Afrique, mais il faut savoir qu'il y a les autres continents aussi, ou sous-continents, qui ont aussi des droits à faire prévaloir dans ce domaine, parce que quand on créait l'ONU, il n'y avait pas autant d'États indépendants, il n'y avait pas autant, par exemple, d'États qui ont au moins, sur le plan régional, représentent des puissances économiques, militaires et politiques évidentes. Donc ça, il faut effectivement revoir ça. Et ensuite, par rapport aux résolutions qui sont prises par l'ONU, vous avez parlé de la Palestine. Justement, je sais que depuis 1948... qui font que ça ne marche pas en termes de résolution conflictuelle. Depuis 1948, je pense qu'il y a 229 ou 230 résolutions, par exemple, concernant la question palestinienne. Aujourd'hui, la plupart, pour ne pas dire la totalité de ces résolutions n'ont pas eu d'effet. Alors, mais il faut aussi dire que ça n'a pas eu d'effet parce que je pense que les différents gouvernements successifs israéliens n'avaient pas ou ne voulaient pas. La plupart en tout cas, à part la période de Yitzhak Rabin qui a été malheureusement assassiné en 1995 et qui avait commencé avec Oslo en 1993 avec Yasser Arafat, et ça devrait aboutir à la création d'un État palestinien autour de 2000 parce qu'il devrait avoir environ 5 ans par exemple de transition. Il a été assassiné par un extrémiste juif, un étudiant qui est également un acteur religieux, encore une fois. Donc, et depuis, effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être un pas en avant et 2 pas en arrière. Et là, la responsabilité, par exemple, devient certainement à l'ONU et aux membres qui le composent. Je pense par exemple aux États-Unis, je pense à la Chine, je pense à la Russie ou dans le temps au niveau de l'Union soviétique, parce que je crois, à mon sens, que la résolution de la question palestinienne va certainement être aussi d'un apport important dans la paix effectivement mondiale. Maintenant, il faut préciser que ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question politique, c'est une question de droit international, parce que en ce qui me concerne personnellement, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi j'ai fréquenté des milieux juifs, moi j'ai étudié la Torah. Alors, et je peux lire certaines lettres, et même que du point de vue de mon mode de vie, j'ai hérité, par exemple, de certaines choses, par exemple les milieux cachers, etc., ou le régime cacher. Moi je n'ai rien contre ça, bien au contraire. Mais il faut aussi noter que j'ai su, quand j'étais en activité, en tant que fonctionnaire, j'ai également visité des pays arabes. Je suis même allé en Iran. Je suis allé m'incliner sur la tombe de l'Ayatollah Khomeini. Alors, je suis même allé dans la résidence où était l'Ayatollah Khomeini, la ville sainte de Qom également, on l'a fait. Alors, et puis dans les autres pays arabes. Donc, pour ça, c'est pas une position idéologique, c'est pas une position politique. C'est simplement par rapport à ce que le droit international, par exemple, dit. Quand on regarde tout cela, c'est vrai qu'il est difficile, étant donné le temps qui nous est imparti, de revenir sur l'histoire de chaque conflit, mais il y a aussi la crise russo-ukrainienne. Quand on regarde tous ces aspects, quelle est la place de la tolérance? La place de la tolérance, effectivement, elle s'amenuise. Cette place, effectivement, s'amenuise parce que il y a comme une sorte de conflictualité entre les intérêts des États, d'une part, de façon concrète, et le respect, par exemple, du droit international. Je parle du droit international parce que la tolérance fait partie, effectivement, des droits humains. Du reste, dans la définition, on a dit que la tolérance consiste, effectivement, à respecter les droits universels de la personne humaine, et également la reconnaissance des libertés individuelles et collectives. Donc, on ne peut pas détacher. Donc, c'est une valeur qui est intrinsèquement contenue
dans les droits, par exemple dans les droits universels voilà, de l'homme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et quand ici on doit effectivement s'adosser à ce droit international-là, l'invasion par exemple de l'Ukraine, bon, c'est du point de vue du droit international, est malvenu. Par contre, il faut aussi dire que le contexte dans lequel se trouve la Russie est tel que, au niveau, par exemple, de l'OTAN, bon, le travail, n'est-ce pas, se faisait, bon, pour se rapprocher le plus possible, en fait, de la Russie. Et cette dernière a senti qu'en réalité, il y a comme un processus d'étouffement en ce qui la concerne, et elle a décidé que c'était ça la solution. Mais ce qui est discutable, tout aussi discutable, le fait que, par exemple, l'attitude qui consiste à vouloir encercler complètement la Russie. Maintenant, il y a certainement des problèmes réels, mais est-ce que les solutions qui ont été apportées sont bonnes? Je ne pense pas. Et dans ce contexte-là, en effet, la tolérance ou les droits humains, visiblement, ne sont plus à l'ordre du jour, hein, c'est clair. Difficile de parler de cette tension mondiale, de parler de l'international sans parler de ce qui nous concerne directement. Il y a cette crise au Sahel. On connaît ces bisbilles qui ont conduit à ce qu'il y ait le retrait de la CEDEAO, la création de l'AES et tout. Aujourd'hui, est-ce que la tolérance pourrait intervenir et permettre de gérer tous ces différents aspects, permettre de gérer la crise que l'on connaît au Sahel, selon vous? Non, je pense que la tolérance, en fait, existe déjà. Et elle a certainement besoin d'être renforcée. Pourquoi je dis que la tolérance existe? D'abord, il y a un certain nombre de valeurs voilà, dont on a hérité. Dont on a hérité et que nous respectons. Alors, il y a les 3 pays de l'AES qui ont décidé de quitter, dont le Burkina. Mais je pense que du point de vue théorique, on peut peut-être réfléchir, pinailler sur ces attitudes-là, mais on ne peut pas ôter le droit à un État de décider, ou en tout cas le droit à ceux qui représentent un État, de décider d'orienter effectivement l'État dans un sens ou dans un autre, surtout que même si ce n'est pas une légitimité de type démocratique classique, il faut se dire que ceux qui nous gouvernent, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, j'ai eu l'occasion de le dire, et le Burkina bien entendu, si on prend le cas du Burkina, on sait ce qui s'est passé donc le 30 septembre ou le 2 octobre notamment. Donc c'est une légitimité sortie ou produite par les légitimités religieuses et coutumières, sur la base, effectivement, de l'acceptation de cet accord-là par le président Damiba. Donc, je pense que c'est une légitimité, qui peut-être a besoin d'être renforcée à travers des élections, peut-être demain ou après-demain, pour avoir une légitimité classique de type démocratique. Tout à fait. Alors, donc, de ce point de vue-là, c'est réel. Donc, maintenant, quand je dis qu'il y a effectivement la tolérance, s'il n'y a pas la tolérance, il y aurait certainement une déflagration, une conflagration générale. Maintenant, elle est moins évidente et elle est moins forte. Par exemple, qu'elle elle était il y a peut-être 10, il y a 20, 30 ans, de mon point de vue. Alors, l'autre réalité, puisqu'on a parlé du Sahel, on vient vers le Burkina, c'est aussi en termes de tolérance, ce discours qu'on a remarqué au niveau, le discours interreligieux, qui a été un peu dénué d'une certaine forme de tolérance. On a même vu la suspension de certains leaders de communautés religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la place de la tolérance à ce niveau également? Non, je crois que la tolérance, comme je l'ai dit, existe, mais vous savez, elle a besoin d'être revigorée, elle a besoin d'être vivifiée. Alors, sinon, vous prenez le contexte sécuritaire actuel, vous apercevrez que à l'origine, peut-être c'était un phénomène lointain, on se disait que ça ne pouvait pas arriver chez nous. Et puis quelque part, on a dormi sur nos lauriers, ou bien on a apporté peut-être des solutions qui n'étaient pas forcément des solutions idoines. Et au regard du fait que nous avions, effectivement, dans chaque société, les différentes composantes de la société, quand on parle de paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Seulement, on privilégie la voie pacifique.
la voie paisible de la résolution des conflits. Et si ces conflits, par exemple, ne sont pas résolus, ou si ces crises, ou ces mésententes, ou ces incompréhensions, par exemple, ne sont pas résolues, eh bien, avec le temps, elles peuvent se métastaser, elles peuvent se renforcer. Et s'il y a un facteur exogène, alors qui peut engendrer, qui peut amplifier l'ampleur de la crise et de ses conséquences, eh bien, ça peut être effectivement exploité. Donc, ce que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un phénomène venu d'ailleurs, mais qui a été plus ou moins favorisé par des facteurs qui étaient déjà là et que nous n'avons pas travaillé suffisamment en réalité à étouffer. Est-ce que nous sommes en train de prendre les bonnes décisions pour les résoudre? Non, je pense que sur le plan militaire, les décisions sont bonnes. Je veux dire, par rapport déjà à ce qu'on a eu à observer, par rapport déjà à la suspension de certains responsables religieux. D'accord. Pour ce qui concerne la suspension, je pense que la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, et puis la communauté musulmane, par exemple, ont fait effectivement leur devoir. Et il faut saluer effectivement ces actions fortes et inédites. Alors, par contre, je pense qu'au niveau des autres organisations, des autres confessions religieuses et de l'État, il y a intérêt, chacun en ce qui le concerne, à aller dans le même sens ou à en faire davantage, parce qu'aujourd'hui, rien qu'il y a 3-4 jours, par exemple, moi, j'ai vu sur un réseau social, un jeune qui s'est levé, qui s'en est pris à l'islam, qui s'en est pris aux musulmans, et puis aujourd'hui on voit que ça prend de l'ampleur et c'est franchement inquiétant. Donc ça veut dire que c'est pas seulement les acteurs effectivement religieux qui constituent le problème. Nous-mêmes à titre individuel, quand on se regarde dans la glace, on doit se dire on doit se demander, est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Ou bien si on l'a fait, est-ce que c'est suffisant? Si on ne l'a pas fait, quelles dispositions est-ce qu'il faut que nous prenions pour le faire? De telle sorte qu'on contribue chacun à son niveau à apporter sa petite part contributive, mais justement au triomphe de la tolérance, au renforcement de la tolérance. Donc pour ça, je crois que c'était vraiment pertinent. On a vu cette décision qui a été prise par les autorités de ramener l'éducation civique au plan scolaire. Quelle peut être la place ou le rôle de l'éducation dans la promotion de la tolérance? Oui, moi je pense que c'est une attitude tout à fait pertinente. Cependant, il faut que dans l'éducation civique là, on ajoute effectivement la tolérance. Moi j'ai regardé ce que les enfants ont, mais je pense que la tolérance là, on parle effectivement des droits civiques, etc. Mais on ne parle pas de la constance. Par exemple, dans le fait de patienter, dans le fait de supporter, par exemple. Et je crois que ça, il faut en effet inclure cela, parce que comme le moi de l'enfant, comme disent les psychologues, c'est un cadeau des autres. Et l'esprit de l'enfant, étant jeune, il est suffisamment malléable, donc il peut absorber autant de valeurs, et autant les valeurs et autant les contre-valeurs. Donc il faut travailler à ensemencer les germes de la valeur, des valeurs, de telle sorte qu'en grandissant, ils puissent en effet se les approprier. Et je crois qu'indépendamment de cela, mais dans nos familles, effectivement, ce travail, il doit également être fait. S'il n'est pas fait dès la base, parce que la famille, c'est l'unité domestique primaire de l'individu, où il voit le jour, où on l'éduque pour sa prime enfance, et cette prime enfance est importante. L'éducation reçue est importante pour la suite, par exemple, de la croissance de l'individu, et les psychologues l'ont dit, et on a eu le temps de les observer. Quel doit être le rôle des dépositaires de la tradition, des autorités politiques et religieuses, afin de ramener une tolérance où les valeurs d'antan n'existent plus aujourd'hui? Non, en réalité, autorité politique, autorité coutumière, autorité religieuse, et puis les organisations de la société civile sont déjà dans cette dynamique. Oui, par contre, mais maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que le niveau d'engagement, est-ce que la pertinence des activités que nous menons aujourd'hui ou que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est en adéquation avec les défis actuels qui ne sont plus ceux qu'ils étaient il y a 10, 20, 30 ans? Je pense que non, honnêtement.
Et quand je dis que je pense que non, c'est pas parce que les autorités en question ne font pas d'efforts. C'est simplement parce qu'il faut en faire davantage. Et c'est simplement parce que, du point de vue, par exemple, des moyens intellectuels, ils existent, c'est clair. Alors, mais est-ce que du point de vue matériel et du point de vue financier, par exemple, ces moyens existent? J'en doute. Alors, et donc, c'est pour ça que, par exemple, à Morée, on dit, si la chèvre ne prend pas son élan, elle ne peut pas donner un coup de corne. Ça veut dire que vous avez beau vouloir faire quelque chose, si vous n'en avez pas les moyens, eh bien ça va être difficile. Et le philosophe a dit, mais pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien-être matériel. Sinon, ce n'est pas possible. Isaka Souema, vous êtes le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. En 30 secondes, si vous avez un message de tolérance à l'endroit des Burkinabés qui vous suivent, quel serait ce message? Mais ces 30 secondes-là, bon, moi je pense que vous avez oublié de dire que je suis un chef traditionnel. Justement. Naba Boalga, chef traditionnel du village de Dawelgue. Alors donc, sinon, de toute façon, on me tirera les oreilles, mes enfants. J'ai eu au moins le temps de relever cela. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons la conviction au niveau de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire que la question de la tolérance, ce n'est pas une question exclusivement réservée aux autorités, quelles qu'elles soient. C'est aussi et surtout une question que chaque citoyen doit prendre en charge et essayer d'apporter à son niveau sa contribution, si minime soit-elle, de telle sorte qu'en additionnant, par exemple, ces différentes contributions-là, ce ne soit pas simplement une somme, ce ne soit pas simplement une totalité, mais que ce soit qu'en termes de valeur, en termes de densité, où ce soit beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Et là, en ce moment, je pense que ça va être d'abord la première des solutions, parce que ceux qui sortent et qui insultent les gens, c'est à leur niveau individuel d'abord. Ils doivent s'imposer une ligne de conduite, et s'ils ne le font pas, eh bien, les autorités compétentes devront réagir. Alors, Isaka Souema, merci d'avoir accepté cette invitation du Dej Matinal Info. Vous êtes chef traditionnel du village de Dawelgue, commune de Saponé, province du Bazega. Merci. Vous êtes également ancien ministre. Vous êtes aussi le président de l'Association pour la tolérance religieuse et aussi le dialogue intercommunautaire en abrégé ATRDI. Encore merci à vous. C'est moi qui vous remercie, M. Kabouré. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci à la Banque postale du Burkina. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque postale du Burkina Faso vous a offert le Dej Matinal Info.